La question de la transition agroécologique fait l'objet d'un enseignement maintenant dans l'enseignement agricole depuis pas mal d'années, sachant que sous le ministère précédent de Stéphane Le Foll, un plan de enseigner à produire autrement, c'est intitulé Enseigner à produire autrement, a généré un certain nombre d'actions dans l'enseignement agricole, ciblées à la fois autour des exploitations des lycées agricoles. Donc l'enseignement agricole est un système autonome, enfin dépendant du ministère de l'Agriculture et pas de l'Éducation nationale, avec son propre système. Donc nous-mêmes dépendons du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Et ce plan enseigné à produire autrement a visé les exploitations des lycées agricoles et les enseignants, et on a eu depuis 5 ans, on peut dire quand même que ça la fourmilière a quand même pas mal bougé autour de ces thématiques-là, a fait évoluer donc la communauté enseignante assez globalement quand même, et a légèrement déplacé ou reproblématisé la question du développement durable, puisqu'on était déjà engagé de la même manière que ce qui se faisait à l'éducation nationale sur les questions de développement durable, notamment autour de l'agriculture durable. Et là, le processus mis en place autour de enseigner à produire autrement a amené à reformuler ça autour notamment de la question de l'agroécologie qui a été clairement inscrite dans les programmes. Donc, produire autrement, c'est le slogan politique qui se traduit dans les programmes clairement par s'inscrire dans la transition agroécologique. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on met derrière la transition agroécologique? On peut y revenir, comment on peut l'interpréter, c'est ce que je vais essayer de vous présenter tout de suite, et qu'on éclaire, nous, au travers des questions socialement vives agro-environnementales. Donc, c'est pour nous une manière d'approcher les questions socialement vives. Donc, les questions socialement vives agro-environnementales, elles sont très nombreuses, je vais y revenir. Donc, hier, on en a déjà évoqué trois cas. Il y en a pas mal d'autres. Donc, on touche aussi le changement climatique, on touche la question des marées vertes, même les nanotechnologies, l'agriculture de précision. Donc, c'est un champ vraiment très large dans lequel émergent un certain nombre de controverses. Donc, je vais commencer par illustrer juste quelques cas sur lesquels on a travaillé. La question du loup, par exemple, qui a été une question très vive, y compris en établissement agricole. Sur la région du sud des Alpes, là, il y a un établissement à Carmejeanne où, y compris la présidente du conseil d'administration, conseillère générale, décrit mais l'exploitation du lycée dans la polémique autour du loup, puisque le loup attaque aussi les brebis du lycée. Sur Digne, un lycée agricole où le sujet est devenu tellement conflictuel entre élèves, au sein des élèves, qu'à un moment le sujet devient tabou, parce que ça devient un objet de conflit quasiment physique, presque physique avec les élèves, ceux qui arrivent avec les pro-loups et les anti-loups, et on n'arrive même plus à débattre. Et donc, y compris les autorités académiques, enfin agricoles, qui disent non, le loup c'est un sujet tabou parce qu'on n'en tire que des conflits. Quand le sujet devient tabou dans un système éducatif, moi ça m'inquiète, quoi. Donc c'est pour montrer que la question socialement vive, elle ne reste pas, enfin j'évoque ça, elle ne reste pas que dans les médias et que dans la sphère scientifique, elle arrive aujourd'hui dans l'école, dans certains endroits, sur ces questions agro-environnementales. Un autre exemple un peu plus récent, c'est sur la question de la viande. Il y a eu un article dans Libération qui rend compte comment la question de l'alimentation carnée
qui a fait l'objet d'un lobbying clair de l'interprofession agricole et industrielle du milieu de la viande, hein, l'Interbev, qui est l'interprofession qui regroupe profession agricole et industrielle, a organisé des actions dans les écoles, et là c'est les écoles primaires, et ça suscite un certain nombre de réactions en face en disant c'est pas de l'éducation et c'est pas le rôle de... voilà, quelle est la place du professionnel autour de ça? Un peu plus récemment, je vous invite à retourner si vous voulez aller voir, écouter éventuellement sur France Culture, une émission, ça se passe dans un lycée agricole à Bourges, ce sont des étudiants de BTS, ils ont une épreuve... une activité, ils ont une initiation à la conduite de projet et ils doivent conduire un projet sur un sujet de leur choix. Une élève a choisi comme sujet le véganisme, donc en faisant intervenir, donc l'objet c'était d'organiser un débat autour du véganisme et elle avait organisé dans le cadre de cette activité-là, l'organisation du débat, invité L214, mais aussi d'autres gens, mais invité L214. La profession agricole a réagi très vivement et monté au créneau sur le conseil d'administration avant le déroulement, et si bien que le débat n'a pas pu avoir lieu, et donc là c'est un cas c'est une censure scolaire. Enfin, mes mots sont un peu forts, mais c'est bien ça quand même, de la profession agricole, et qui pose la question de la relation de l'institution avec la profession, et c'est institué un système de contrôle, de validation des sujets. Moi, je suis assez inquiet quand je vois ça, là aussi, puisque la profession, là, enfin, c'est un professionnel, mais qui est représentant d'un syndicat agricole, qui dit que c'est pas le travail d'un établissement d'enseignement agricole, le véganisme, c'est pas un sujet. Le véganisme est tabou, quoi. Hein? Alors, quelle que soit l'idée qu'on se passe, je trouve que ces événements-là marque bien et illustre le traitement, enfin ce qu'est une question socialement vive et comment elle rentre dans l'école, comment ça rentre dans la classe, ou là, comment ça ne rentre pas, mais le conflit il est bien là, il n'a pas, sur ces deux exemples-là, le conflit il n'est pas résolu, enfin on n'a pas pu construire quelque chose autour de ces questions-là. Donc nous intéresser aux questions socialement vives, c'est nous intéresser à ces questions-là. Ce qu'on définit comme une question socialement vive, c'est donc en reprenant la définition de Alain Legardez et Laurence Simonio, c'est un objet de controverse ou d'incertitude à la fois dans le monde de la recherche, dans la société, dans les médias et donc aussi dans la classe. Hein. On a bien ces trois domaines. Si on a une question qui n'est débattue que dans les médias, c'est pas un objet de question socialement vive s'il n'y a pas de débat scientifique, enfin, il y a des controverses scientifiques pour nous, derrière les questions socialement vives. Alors on ne différencie pas, certes, sciences expérimentales, sciences humaines, enfin je veux dire là, je suis avec vous du domaine des sciences de la vie, voilà, mais voilà. Ces questions n'ont pas une seule solution, ou quand elles ont une solution, on admet que cette solution, elle peut être valide à un moment donné dans un espace donné, mais elle sera à re-questionner, donc elles ont souvent plusieurs possibilités de solutions. A priori, la solution n'est pas donnée, justement, et on parle de prise de décision. Alors moi je préfère le terme par exemple validité au terme vérité sur ces questions. Il n'y a pas de vérité, mais on a des éléments de validité, et la validité elle peut se re-questionner. Hein. Ces questions, donc on peut aussi différencier, je pense que Olivier et Grégoire reviendront cet après-midi sur cette dimension controverse, incertitude, risque, hein, on peut les différencier. Il y a cette idée de questions provisoires et globalement, d'un point de vue réflexion épistémologique, ce qu'on re-questionne au travers des questions socialement vives, c'est ce rapport entre société et science. On n'a pas
une science qui serait autonomisée de la société de laquelle on vit. Notre produit scientifique, il est bien aussi un produit social, un produit sociétal en même temps. Hein. C'est là une posture épistémologique qu'on défend et qui peut être en rupture avec ce qu'on a entendu des sciences pendant un bon moment, ou du fonctionnement de certaines sciences. Hein, mais les sciences ne sont pas toutes peut-être identiques. Enfin, voilà. Ce qu'on pourrait rappeler, alors j'utilise de temps en temps la métaphore de l'iceberg. Alors vous allez me dire, par les temps de changement climatique, on va peut-être se diluer beaucoup, mais j'utilise cette métaphore assez facilement pour voir autour de ces enjeux, puisqu'on a parlé déjà hier, Grégoire a introduit la notion de valeur. Les savoirs sont souvent ce qui émerge et ce qui est visible d'un ensemble de cet ensemble-là. Les savoirs, ils ne sont pas autonomes des valeurs, à la limite. Et vous voyez, si on pouvait faire presque, si on passait de la métaphore de l'iceberg à la métaphore du voilier, les valeurs, ce serait la quille aussi, qui nous permettrait de tenir la route et de tenir un cap. Hein, donc, j'utilise cette métaphore pour faire comprendre assez souvent aux stagiaires, les savoirs, c'est ce qui émerge, mais les valeurs, est-ce qu'on arrive à les voir? Est-ce qu'on, qu'est-ce qui nous met? Et alors certains, bon, je n'aurai pas le temps là ce matin, mais on parle aussi de valeurs en sciences et de valeurs scientifiques. Hein, donc on a un certain nombre d'auteurs autour de ça. C'est ce qui permet, à mon avis, à notre avis, le passage de l'instruction à l'enseignement et à l'éducation. Bon, je ne suis pas nouveau, ça, c'est assez classique, j'ai envie de dire. J'en viens à l'agroécologie, donc si je vais refaire le détour en introduisant qu'est-ce que c'est que l'agroécologie et est-ce que l'agroécologie est une question socialement vive. Des définitions de l'agroécologie sont assez nombreuses. Si je prends ce qu'utilisent mes collègues de l'INRA, notamment pas que toulousains, mais les références assez classiques pour définir l'agroécologie parmi les auteurs, donc on trouve Altieri, donc des premiers écrits à la fin des années 80. Ils ont l'une des référentes, bon, l'une des citations, un ensemble de méthodes et de pratiques socles d'une révision des liens entre agriculture et écosystème, dont le but est de garantir une préservation des ressources naturelles. Donc on voit bien dans cette définition la place que l'écologie peut prendre en termes de présentation des ressources naturelles. La question des liens entre agriculture et écosystème fait que la question est déjà élargie, n'est pas une question simplement scientifique, mais bien aussi techno-scientifique, hein, les liens entre agriculture et voilà. Après, Stassard, donc c'est l'équipe belge. J'aime bien cette définition. L'agroécologie se construit en opposition au modèle biotechnologique qui constitue l'aboutissement. Donc cette idée d'opposition face à une agriculture intensive qu'on a connue, qu'on a connue juste depuis toute la deuxième partie du XXe siècle. Derrière Altieri, derrière Stassard, il y a cette idée de le modèle se construit notamment dans les courants d'Amérique du Sud en mêlant une vision, une dimension sociale, voire sociopolitique à l'agroécologie. Alors, on peut avoir, de la même manière qu'on peut parler d'un développement durable faible ou fort, enfin avec voilà, sur l'agroécologie, on peut avoir certaine conception de l'agroécologie purement technique, et puis on peut avoir une hard, comme on a une soutenabilité forte, on peut avoir une agroécologie, et la référence à Altieri, à Glissman va dans ce sens-là, une agroécologie forte qui comprend cette dimension sociale et politique. À ce bout de l'agroécologie
sociale et politique qui prend ces dimensions en compte. On pourrait citer Rabi, donc là, qui est une référence beaucoup plus classique, dans lequel on voit que lui, cette dimension-là, prend même le pas totalement sur la dimension technoscientifique. J'ai repris ici la typologie de Glissman sur l'agroécologie qui définit 5 niveaux d'agroécologie. Donc c'est cité aussi repris par mes collègues toulousains. Donc Laurent, Laurent ne la reprendra pas là, mais pas que l'équipe toulousaine. Donc ce que je trouve intéressant, notamment par rapport à ce qu'on a évoqué hier, des niveaux 1 à 3, qui est le modèle ESR. Le modèle ESR va être repris par Duru notamment. Efficience, substitution, reconception. Efficience, par exemple, si je fais je reprends la question du glyphosate qu'on traitait hier. Le niveau 1, efficience, c'est je regarde à quel moment j'utilise du glyphosate et j'essaye que son usage soit le plus efficace possible. Je suis dans ce niveau 1 d'agroécologie pour Glissman. Substitution, je vais chercher à savoir qu'est-ce que je peux faire à la place de remplacer le glyphosate, par autre chose. Donc est-ce que d'autres pratiques culturales, ou est-ce que j'ai un autre herbicide, est-ce que j'ai une autre molécule? Je suis dans un niveau 2 de substitution. Le niveau 3, ce serait de repenser globalement, est-ce que je peux repenser globalement le système de production de l'agriculture, de système agricole, de sorte que je n'ai plus besoin d'utiliser du glyphosate. Donc je re-questionne l'ensemble du système et pas simplement un petit usage. Voilà. Le niveau 4, c'est rétablir le lien entre les producteurs de nourriture, donc les producteurs agricoles et les consommateurs. Donc tout le mouvement des AMAP, par exemple, rentrerait dans cette perspective d'une agroécologie de niveau 4. Mais repenser ça, c'est repenser, ça nécessite, quand on arrive au niveau 4, souvent de repenser le système de production agricole aussi, puisque du coup, on ne peut pas produire comme on produisait. Un agriculteur ne produit pas de la même manière quand il s'inscrit dans une AMAP ou pas, que par rapport quand il a des rapports avec un industriel agricole. Et le niveau 5, c'est tout en maintenance niveau 3 et 4, de se poser là une dimension sociale et politique, c'est-à-dire une équité dans l'accès à la nourriture, l'accès à la nature, l'idée de justice. Donc et là, les valeurs deviennent totalement explicites dans ce niveau 5. Et on pourrait là, dans ce niveau 5, si on faisait encore le parallèle, mettre tout le discours de tout le philosophique de Pierre Rabhi et tout ce qu'on a aussi sur qui est parfois un slogan sur lequel il faut être prudent, je soutiens, mais il faut être prudent, sur on dit l'agroécologie, c'est une science participative, c'est les processus de co-construction entre acteurs, etc., les processus citoyens, et on retouche la citoyenneté, on pourrait le mettre dans ce niveau 5 là. Je trouve que cette typologie de Glissman, elle peut être aussi intéressante, mais ce que ça montre, c'est que quand même, on a un certain nombre d'incertitudes. Là, on touche les risques environnementaux, les risques de la santé, les risques pour le consommateur, pour l'agriculture, les risques liés à la nature. Donc, pour moi, l'agroécologie répond bien à cette question aux caractéristiques de ce qu'est une question socialement vive. Après la transition agroécologique, différentes formes, donc là j'ai repris encore une définition de collègues toulousains. Donc il existe en ligne, d'ailleurs, vous pouvez aller chercher dictionnaire d'agroécologie, fait par les gens de l'INRA. C'est un site intéressant en termes de ressources. Donc, eux définissent la transition agroécologique comme étant la création et la mobilisation de savoirs issus de l'agroécologie.
l'engagement des acteurs dans la construction de ces savoirs, donc je vois bien qu'il vise là un niveau 4 ou 5 par rapport aux définitions du niveau de Liessmann, une adaptation au territoire, donc on voit bien cette idée du lien qui se passe, on peut pas analyser la transition agroécologique sans rentrer dans... auparavant, on pouvait faire une analyse d'un système agraire, d'un système agricole à différentes échelles, hein, la parcelle, l'exploitation, le territoire, et on isolait ce système, on regardait ce qui se passe dedans. Là, on est obligé de prendre en compte les multiples dimensions et le contexte dans lequel s'inscrit ce système. On va un peu plus loin même que cette approche systémique. Ça montre, alors je cite parce qu'on en entendait parler hier, on a une multitude de formes d'agriculture qui se revendiquent de l'agriculture, de l'agroécologie. Je ne vais pas revenir sur toutes ces définitions, enfin qui sont plus ou moins floues d'ailleurs, mais on ne peut pas associer l'agroécologie, pour être clair. L'agroécologie, c'est pas l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est une forme d'agroécologie éventuelle, mais n'est pas l'agroécologie. Et donc la transition agroécologique, c'est l'idée que les systèmes, on ne peut pas demander non plus à un agriculteur, à une agriculture qui est dans une inertie, de changer du jour au lendemain. Il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes culturelles, il y a des contraintes environnementales. On ne peut pas changer tout. Ce qui est important dans la transition, c'est ce mouvement qui existe et qui va faire que les choses bougent. Et je trouve que toutes les définitions, les formes d'agriculture montrent quand même ces mouvements-là. Alors, que ce soit agriculture paysanne, agriculture raisonnée, agriculture intégrée, etc. Donc, après, il y a aussi des aspects marketing dans ces définitions-là. Voilà. Il y a des aspects de mode. Aujourd'hui, c'est quand même bien de faire de la permaculture. Bref. Je n'insiste pas. Un autre modèle qu'on a utilisé, je remettrai quand je laisserai mon diaporama, parce que je ne les ai pas mis sur la diapo, la référence. Là, c'est ce qu'on appelle le modèle de Gilles, donc qu'on a réexploré en termes éducatifs. Le modèle de Gilles s'intéresse à la transition agroécologique. Sur l'idée de transition, faisons attention, l'idée du changement, donc on a eu un colloque début novembre à Toulouse sur cette idée transition, changement et question éducation environnementale et à la durabilité. Est-ce qu'on a rupture ou pas, hein? Et quelle est l'échelle, y compris temporelle, de la transition et du changement, hein? Pour le consommateur, la transition, elle doit être si aujourd'hui je mange bio, voilà, je fais ma rupture assez, enfin la rupture peut être rapide à certains moments. La rupture d'un système de production, le changement, il peut être beaucoup plus long. Et je pense à Magrini là qui nous dit la transition, je crois que c'est elle qui dit, la transition de l'agriculture, elle pourra s'analyser à l'échelle d'une génération. Hein? Donc il y a cette question du temps qu'il faut prendre en compte. On peut pas, c'est pas hier j'étais productiviste et aujourd'hui je suis agroécologue, quoi. Hein? C'est un processus. Donc par contre on peut s'intéresser. L'idée de transition, c'est s'intéresser à ce processus. Ce que nous dit Gilles, c'est que ce processus-là de changement pour lui, il parle de verrouillage et de déverrouillage d'un système socio-technique. Et le verrouillage, le changement, c'est bouger tous les éléments du régime socio-technique. Et dans le régime socio-technique, il y a les marchés, il y a l'industrie agroalimentaire. Donc Laurent Bédoussac va vous présenter les freins changer, ce qu'est les systèmes agroalimentaires. Et ce qu'il nous dit, c'est que pour qu'il y ait changement, il faut que ces choses-là changent à la fois par de l'innovation niche et par un changement de paysage socio-technique. Le changement de paysage socio-technique, c'est nos changements paradigmatiques. Hein, j'ai vu déjà que je n'allais pas aller à la fin, voilà, mais je vous invite à aller voir ce point. Donc celle-là, j'ai pas le temps de la commenter. C'est un papier qu'on a fait, qui est en ligne, où on essaye de présenter ce système
ce paysage où on passe d'une science de la modernité, qui sont les sciences issues du siècle des Lumières, à une late modernity, en référence anglaise, où la science est aussi un produit social, ce que je disais, nos premières postures épistémologiques, et qui du coup se pose la question, donc nous, ce qu'on pense quand même, c'est que notre régime éducatif, et pour nous la transition agroécologique rentre dedans, ça veut dire qu'on ne peut pas enseigner une transition, on ne peut pas enseigner les sciences liées à une transition comme on enseigne des savoirs totalement stabilisés. Hein, puisque c'est bien le régime scientifique qui est questionné. Après, la manière dont on questionne les enjeux éducatifs et d'une question socialement vive, une question socialement vive, on peut la neutraliser. Alain Le Gardès parle de neutraliser, donc on serait à cette extrémité-là. Je vais sortir de la caméra. Ici, on refroidit la question et ici, on réchauffe la question. Si on refroidit la question, on peut rester sur des savoirs stabilisés. Je donne des définitions, je fais un choix de définition, ou bien, plus on va vers là, on parle nous de citoyenneté scientifique, l'idée de réflexivité, on va vers là, et puis l'idée de prise de décision et de pensée critique, et pour définir, donc on utilise le terme activisme, on l'emprunte au Canadien à Larry Benz, donc lui il utilise le terme anglais activisme, et qui n'a pas le sens de l'activiste français, qui peut être pensé comme un militantisme courte vue quand on l'utilise, donc attention au sens qu'on lui donne. Et donc l'idée de traiter de la transition agroécologique, si on veut une pensée, ou de l'ensemble des questions socialement vives, c'est de tourner vers là, vers ce pôle quand même chaud, et pour nous la démarche d'enquête se situe à ce niveau-là, vers le pôle chaud, quoi, hein. Donc, puisque la démarche d'enquête, c'est favoriser une pensée critique, hein, une réflexivité et une prise de décision. Sur l'engagement, là, on travaille éventuellement la motivation de l'élève, là, voir l'implication, et là, on passe de l'engagement. Alors, le terme anglais, l'empowerment, il serait là, et de l'empowerment à l'activisme, au militantisme qui peut venir jusque-là. Hein. Mais on ne dit pas que c'est le militantisme. Enfin, je veux dire, le militantisme ne donne pas forcément une pensée. On peut avoir plusieurs pensées, mais l'idée de l'engagement, on a fait un certain nombre de travaux. Alors, on a eu par exemple la question hier, je n'ai pas le temps de commenter ça, mais qu'est-ce que c'est que l'action ? Hein, on a eu la question est revenue à plusieurs reprises hier. C'est quoi favoriser l'engagement? Alors favoriser l'engagement, c'est favoriser l'intention d'agir, c'est favoriser des actions individuelles sur des actions qui ont des portées plus ou moins grandes, avec une dimension collective. Et pour nous, l'engagement, c'est on garde cette perspective critique, c'est-à-dire que même on doit avoir un regard critique sur son propre engagement. Hein, et c'est là que notre activisme, il n'est pas un activisme sans réflexivité. Hein. Donc autour de ça, par exemple, sur toute l'éducation au développement durable, quand on a eu des petits gestes, ça veut dire qu'on commence à s'engager sur des dimensions telles que celle-là. Après, lorsqu'on est allé sur des agendas 21 scolaires, l'ambition d'engagement était souvent beaucoup plus forte, avec ici des engagements collectifs. Et l'activisme, ce serait d'arriver à ce niveau 4, au minimum, enfin sur plusieurs actions, mais pour nous, la réflexivité, à la fois sur la dimension collective et sur cette dimension participative. Donc, si je reviens à cette démarche d'enquête, l'activisme, il est lié, alors, dans la définition de la démarche d'enquête, l'analyse de l'information, donc voir les acteurs impliqués, ici c'est pas simplement, même si hier dans les ateliers on a fait un apport bibliographique sur ce temps-là qui était limité, la collecte et l'analyse de l'information, pour nous, elle a une diversité de formes, y compris la rencontre d'acteurs, analyser les registres et la critique des informations, c'est ce que travaillait Grégoire notamment, mais c'est voir tous ces acteurs impliqués là, et c'est pas simplement faire un travail bibliographique pour nous. La réflexivité,
individuelle, la distance face à la question. On a travaillé en travaillant aussi bien la construction, se positionner sur une carte de controverse individuellement, c'est contribuer à cette réflexivité. Hein. Avoir un futur souhaité, c'est obliger à cette réflexivité individuelle. La partie construction de raisonnement, mise en relation de données, etc., donc qui a été formalisée pas mal autour des raisonnements, notamment par Olivier dans son travail de thèse, mais pour nous, derrière construction de raisonnement, on met une multiplicité aussi d'éléments, et pour 2 points, enfin pour finir cette présentation, les réponses et les actions possibles, politique, citoyenne, scientifique, on peut faire référence au tableau précédent sur l'action. L'idée là de l'action, c'est déjà penser rendre public. Rendre public, c'est une manière d'agir. Alors on peut faire référence à l'agir communicationnel habermasien, là, dans le rendre public. Après, on a des formes d'activisme, je pense à Larry Benz, où les élèves, le travail sur le web ou d'affichage qu'on fait assez couramment, c'est une forme d'action aussi. Hein. Alors, juste pour finir, les formes, si je reprends cette forme-là, un exemple qu'on a donné dans l'article qui est paru dans la revue suisse romande sur l'usage de la démarche d'enquête, dans le temps, par exemple, ça c'est un exemple des différentes phases dans la démarche d'enquête, dans un scénario pédagogique. Ça commençait ici, recueil, analyse d'infos, un début de raisonnement, on commence là à regarder finalement qu'est-ce qu'on a fait, on redit nos phases, et du coup on se dit là, on a besoin à nouveau d'informations, on regarde là, ouais mais il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut soi-même, et voilà. Donc à chaque fois, même si on le présente comme ça, il ne faut pas penser que c'est quelque chose de linéaire, voilà, pour comprendre la démarche d'enquête. Hein. Je m'arrête là. On vient d'ouvrir un site QSV-NSFEA, c'était la page que j'avais tout de suite. Donc, au-delà de la bibliographie, vous allez voir, vous tapez qsvnsfea.fr et il y a à la fois nos séminaires QSV, mais il y a à la fois tous des aspects de référence d'articles, donc l'article que je faisais référence sur la démarche d'enquête, et il y a à la fois des outils et des exemples pédagogiques, et le site devrait commencer à prendre l'ampleur, mais on le veut à la fois construction théorique et scénario pédagogique opérationnel en même temps pour les enseignants et pour la formation des enseignants. Merci, j'ai dépassé que de 3 minutes.